Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Aujourd'hui, on aborde un sujet dont on parle très peu. Ce moment où tout s'effondre, juste après avoir donné la vie. Quelques jours après la naissance de sa fille, Laetitia et son conjoint se séparent. En plein postpartum, avec un corps encore meurtri et un cœur à vif, elle a dû affronter la solitude, le silence et la charge immense d'être maman solo. Dans cet épisode, elle nous raconte comment on fait pour tenir quand plus rien ne tient debout autour de nous et comment, petit à petit, on se relève pour ses enfants, mais aussi pour soi. Je vous invite à écouter ma conversation avec Laetitia, une conversation pleine de sincérité et de force, avec une maman pleine de résilience, une maman insubmersible. Bonne écoute! Salut Laetitia, je suis très heureuse de t'accueillir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Quelques jours après la naissance de ta deuxième fille, ton couple s'est arrêté en plein postpartum et aujourd'hui tu as choisi de mettre des mots sur ce que tu as traversé. Donc l'effondrement, la solitude, mais aussi la reconstruction pas à pas. Merci d'être là et de prêter ta voix à toutes celles qui vivent ces moments en silence. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît? Bonjour, donc oui, je suis Laetitia, donc j'ai 36 ans. Je suis actuellement maman solo de deux petites filles, donc Romane qui a 6 ans et Léonie qui a bientôt 20 mois aujourd'hui. Je suis aussi la fondatrice de Nasia, qui est un espace d'accueil pour essentiellement les femmes et les familles, pour pouvoir leur apporter un espace d'écoute et d'apaisement, de soutien émotionnel dans tout ce qu'elles peuvent traverser au cours de la parentalité. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir ce projet et ça en est devenu une force en fait de justement mon expérience dans mes 2 maternités. Puisque j'avais un 1er postpartum qui a pas été non plus idyllique, mais alors le deuxième pour le coup, celui-là, il a été vraiment très, très chamboulant et ça m'a donné de la force pour pouvoir justement aider d'autres femmes qui peuvent être dans des situations compliquées. Et ça, c'est un super projet. Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman? Alors oui, je pense que j'ai toujours voulu devenir maman depuis que j'étais toute petite. Déjà, enfant, j'adorais jouer à la poupée, jouer avec mon frère, à nous créer des petites cabanes et avoir nos petites moments de famille avec nos poupées. Puis aussi, je pense que ça, je l'ai compris un peu plus tard. Dans mon enfance, j'étais aussi la maman de mes parents, chose que je ne voyais pas en tant qu'enfant, mais en grandissant et en ayant suivi une thérapie, j'ai compris que j'avais déjà ce rôle maternant finalement de mes parents, donc ce qui n'était pas du tout normal pour une petite fille de mon âge, mais mine de rien, ça a été le cas et je pense que c'était en moi en fait de vouloir prendre soin des autres et puis de pouvoir materner. Donc oui, j'ai toujours eu cette évidence viscérale en fait d'avoir des enfants et je pense que j'ai toujours voulu 2 enfants. Je suis vraiment très ravie aussi d'avoir eu 2 petites filles. Est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu, ton histoire? Peut-être un petit peu avant la naissance, de tes 2 filles et puis juste après. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Alors j'ai rencontré le papa de mes filles en 2016. On vivait un couple, très heureux, amoureux. On avait pris la décision de s'installer, tous les 2 dans le nord. Donc moi je suis, originaire, du nord de la France. Lui était, en région parisienne. Il a fait le choix en fait de quitter son travail et de venir s'installer, dans le nord de la France. On a construit notre petit cocon, on a eu notre maison et puis le projet d'un premier enfant est arrivé très vite. On a mis un peu de temps à avoir Roman. Et en fait, je pense que j'ai compris assez vite au travers de ma thérapie. Ma psychologue m'a dit un jour, tu sais, si tu veux être maman, il va peut-être falloir arrêter d'être la maman de tes parents. Et en fait, ça a été un peu un choc dans ma tête en me disant: «Bah oui, elle a peut-être pas tout à fait tort» et en fait, j'ai fait un gros travail là-dessus par rapport à la relation que je pouvais avoir avec mes parents et la magie a fait que le mois suivant, j'étais enceinte. J'ai eu une grossesse, très apaisée, pour Roman, même si, du coup, la rupture avec mes parents a été un peu compliquée puisque du coup, bah, forcément, c'était des moments que j'aurais eu envie de partager avec eux, mais en l'état actuel des choses, c'était pas possible. Donc j'ai un peu vécu, cette grossesse, dans notre petit cocon à 2 pour l'attente de Roman. J'ai eu un accouchement magnifique, je pense que je m'étais laissé la possibilité d'accoucher, sans péridurale et d'avoir un accouchement nature.
Sauf que bon, 1er bébé, je ne savais pas trop, ce que ça allait donner. Et puis finalement, en fait, je me suis laissée porter. J'avais été très bien préparée par ma sage-femme. J'ai accouché, à 4 pattes, en salle nature, en 5 heures à peu près. Waouh, ça fait rêver ça, pour celles qui n'ont pas eu ce type d'accouchement. Voilà, avec un petit bébé que j'ai attrapé, par en dessous, qui me regardait avec des grands yeux, magnifiques, ouverts en mode, «Coucou maman, je suis là», donc c'était vraiment un souvenir magnifique et puis après, 2 heures de peau à peau avec ses petites mains où elle grimpait jusqu'à mon sein pour prendre la 1re tétée. Donc vraiment, une grossesse, un accouchement, tout ce qu'on peut, rêver et dans les suites, le retour à la maison a été un peu plus violent puisque là, on se retrouve avec le cosy, le bébé, puis je me souviens qu'on s'est regardé en se disant: «Bon, ben, OK, on fait quoi maintenant?» On était un peu, dans une bulle, complète, pas de télé, on n'osait pas faire de bruit, enfin, c'était assez particulier comme ambiance et puis après, son papa a repris, quand même assez vite le travail. Alors il travaillait de la maison, donc c'était assez compliqué pour moi parce qu'en fait, il était là physiquement, mais il n'était pas disponible, de façon réelle, en fait. Finalement, je me suis sentie très, très seule dans mon postpartum. Je pense que la communication n'était pas idéale non plus à ce moment-là. J'avais très peu de soutien de la famille. Enfin, la sage-femme, je la voyais, mais pas plus que ça non plus et en fait, en plus, bébé du mois d'octobre, donc période hivernale, pas trop de possibilités de sortir et tout ça, donc c'est vrai que j'ai un peu eu du mal avec le postpartum, mais je me posais pas trop de questions parce que déjà, je ne savais pas, ce que c'était vraiment, donc je me disais que c'était peut-être tout à fait normal ce que je ressentais et puis après, on a eu le confinement qui est arrivé finalement 2 mois après que Roman avait intégré la crèche. Donc là, ça a été une période très compliquée puisqu'on s'est retrouvés en vase clos, à 3 à la maison, sans possibilité de soutien. Je me souviens que j'avais des questions sur l'alimentation et tout ça, enfin, la pédiatre qui voulait pas nous recevoir, enfin, c'était vraiment très particulier et c'est la PMI qui m'a sauvée, qui nous a reçus pendant plus d'1 heure où j'ai pu poser toutes mes questions et pour le coup, je me suis dit: «Ah ben, c'était vraiment un lieu ressource et ça a reboosté un peu les choses et permis de sortir la tête, hors de l'eau. Donc voilà, dans les grandes lignes, pour ce qui s'est passé, sur l'arrivée de Roman. Après bon, je pense qu'on a eu un peu, dans notre couple, un baby clash où, on se comprenait plus, enfin, c'était vraiment très compliqué. Par la force des choses, on a fini par réussir quand même à resolidifier notre couple et puis, décider finalement d'avoir un 2e enfant. Léonie est arrivée au creux de mon ventre finalement, le mois qui a suivi qu'on a décidé d'avoir un 2e enfant. Grossesse par contre beaucoup plus compliquée, j'ai été très malade, les premiers mois, arrêtée, assez vite et puis, avec mon conjoint, je sentais enfin, j'avais du mal à mettre les mots, mais je le sentais assez distant, enfin je comprenais pas trop ce qui se passait, que ce soit dans les gestes, dans les mots, ouais, une certaine ambivalence, je percevais pas trop ce qui se passait. Et tu as senti ça immédiatement du coup, dès que tu as annoncé que tu étais enceinte? Alors non, quand j'ai annoncé la grossesse, finalement, il était très content. Mais par contre, assez vite, je dirais 1 mois et demi après, bon, je le sentais, ouais, distant, après je me disais: «Bah, peut-être, oui, c'est la grossesse, un 2e enfant, c'est peut-être pas pareil, le corps qui change», enfin voilà, je me persuadais de certaines choses en me disant: «Non, mais tu te fais des idées, bon, ça doit être comme ça», donc je vivais en fait finalement ma grossesse, vraiment pour moi parce que je savais, je pense au fond de moi qu'il y avait de fortes chances que ce soit la dernière. Donc j'avais vraiment envie de profiter pleinement, de ce qui se passait, que ce soit les sensations, d'avoir, ce ventre qui grandit, ce petit bébé qui bouge, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc en fait, je faisais des choses qui me faisaient du bien, je faisais du yoga prénatal, enfin des choses que j'avais pas forcément fait pour, la grossesse de Roman et c'est vrai que c'était ma petite bulle et voilà, ça m'allait bien comme ça. Et tu l'as pas questionné pour comprendre un petit peu, ce qui se passait pour lui? Alors aussi, je l'ai questionné et en fait, à chaque fois, la réponse était: «Bah, je sais pas trop, je suis un peu perdue en ce moment, je pense que j'ai besoin de rencontrer Léonie, j'y verrai plus clair quand elle sera là», j'ai eu un doute à un moment donné, 15 jours, je pense, avant l'accouchement, sur une possibilité, d'infidélité et puis, bon, il a un peu, mis une couvercle dessus, il m'a convaincue que je me faisais des idées
Et je me souviens qu'un matin, je me suis réveillée, en me disant: «Mais, en fait, il faut que tu arrêtes cette relation, enfin, c'est pas possible», je sentais quelque chose profondément, puis, l'idée d'après, ça a été: «Non mais, tu complètement folle, enfin, tu un bébé dans le ventre, tu as 2 enfants, tu peux pas faire ça», et donc en fait après, je pense que j'avais cette sensation au fond de moi et en même temps, bon, je voulais pas la voir et y croire, en fait. Mmh. Ce qui se comprend, hein, surtout, à ce moment-là. C'est ça et puis je pense que sur la fin de grossesse, j'avais régulièrement des contractions. J'ai fait finalement 3 allers-retours à la maternité avec des fausses alertes. Ce qui était très paradoxal, c'est que ces fausses alertes arrivaient bizarrement souvent le samedi, soir où monsieur finalement était, très souvent absent, sous couvert de faire beaucoup de sport et en fait, je pense qu'inconsciemment, mon cerveau devait savoir que si j'allais à la maternité, il était plutôt à mes côtés plutôt qu'ailleurs. Voilà, 3 fausses alertes qui finalement n'ont rien donné, dont la dernière où j'ai quand même eu 12 heures de contraction non-stop sans rien donner. Et là, je commençais vraiment à désespérer en me disant: «Mais c'est pas possible, j'ai des contractions comme ça, quand est-ce qu'elle va arriver et tout?» Donc ça, c'était du samedi et j'avais eu ma sage-femme du lundi matin au téléphone. Elle me disait: «Écoute, essaye de t'apaiser», elle dit: «Le terme est pas encore là, tant elle a encore le temps, ça va aller». Donc j'avais eu un décollement, des membranes et au moment où je raccroche, j'ai une douleur dans le ventre, je vais aux toilettes et là, saignement, je me suis dit: «Ouf, c'est quoi de ce truc?» Donc j'appelle la maternité en urgence en leur expliquant et la personne qui prend l'appel me dit: «Bah, écoutez, vous avez eu un décollement des membranes, c'est possible que ce soit ça qui fasse saigner. Attendez un petit peu là, voir et puis si vous êtes vraiment très inquiète, n'hésitez pas, à venir». Et puis, je me pose, dans mon lit, envie de dormir, envie d'être coucounée sous ma couette, et puis, je finis par me relever. Je me souviens qu'on était en train de d'étendre une machine avec mon conjoint et là, une énorme contraction et je pense que je me sentais même plus légitime, en fait, de lui dire: «Non mais là, j'ai une grosse contraction, je pense que c'est le moment» parce qu'en fait, comme il y avait tellement eu de fausses alertes, j'avais un peu le sentiment qu'il me croyait pas. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre donc j'ai fait genre, «Non, non, ça va» et puis en fait, non, par contre, les heures qui ont suivi, là, je sentais vraiment que c'était des contractions, qui commençaient à Donc là, s'intensifier. c'était la bonne. Ouais, là, celle-là, c'était la bonne. Donc on est partis à la maternité, vers 15 heures. J'avais pas perdu les os et puis, pareil, un sentiment très bizarre dans la voiture, il était là, mais, en fait, j'avais un peu l'impression d'être, avec un accompagnateur dans la voiture, plutôt que le futur papa de Léonie, mon conjoint. Enfin, il y avait vraiment cette distance émotionnelle, en tout cas, que je sentais, que je comprenais pas, mais que je sentais. Et puis, on est arrivé à la maternité, je vois la sage-femme, elle me sculpte, elle me dit: «Bon, bah, votre col est à 2». Je dis: «Oh non, c'est pas possible, encore à 2». Ça faisait quand même plusieurs semaines qu'il était à 2, ça bougeait pas. Et elle me dit: «Mais bon, il s'est légèrement modifié, donc on va voir, on vous met sous monito». Donc elle me met sous monito. Bon, très compliqué à gérer les contractions sous monito. Et puis après, elle me dit: «Bon, ben, de toute façon, la poche des os n'est pas percée, donc on va voir, on attend». Donc moi, je voulais pour le coup, à Léonie, c'était, on avait un projet de naissance, un accouchement physio, je voulais accoucher dans l'eau, donc dans la baignoire d'accouchement de la maternité d'Armentières et pour le coup, je pense que j'avais dans ma tête qu'il fallait que cette poche des os éclate parce que ça me garantissait de rester là et de faire la rencontre de mon bébé. Donc, je m'étais un peu conditionnée en mode, gestion des contractions. Je crois que je faisais des squats, enfin, alors que je fais pas du tout ça dans la vie. Je suis pas du tout une grande sportive et en fait, même lui, il me disait: «Mais», il dit: «Tu une force, c'est juste incroyable», parce que j'ai fait ça quand même, 2 heures puisque j'ai perdu la Ah poche ouais. des os, 2 heures après, donc vers 17 heures. Et en fait, à partir du moment où j'ai perdu la poche des os, ils m'ont proposé la baignoire, de dilatation dans un premier temps. Donc moi, ce que j'avais pas compris, c'est que le jour où j'ai accouché, il y avait beaucoup de monde et en fait, bon, ils géraient comme ils pouvaient, la gestion de la salle nature et tout ça et ils m'ont mis, je crois, un quart d'heure dans cette baignoire en salle de pré-travail et très vite, là, j'ai dit: «Par contre, là, c'est pas possible, je sens que ça pousse», enfin, donc ils m'ont transférée en salle d'accouchement et j'ai pu, du coup, être dans la baignoire. Et en fait, là, je me souviens très, très bien de cette sage-femme Marie qui s'approche de moi et qui me demande, «Est-ce que vous voulez que je vous laisse rien qu'à 2 dans votre cocon ou vous voulez que je reste là?» Et en fait, je l'ai regardée, je lui ai dit: «Ben non, je veux que vous restiez là». Et en fait, je l'avais vraiment, elle sur ma droite, mon conjoint sur la gauche. J'ai accouché, en fait, avec la sage-femme. J'avais pas ce contact et ce regard, avec le papa de Léonie. Bon, après tout ça, aujourd'hui, je suis capable d'analyser tout ça, mais sur le moment, je pense que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mais en tout cas,
quand je refais le fil, c'était vraiment ça la réalité. Et puis, à un moment donné, la sage-femme me demande si je veux sortir parce que le papa était assez inquiet que j'accouche dans l'eau. Et moi, je pense que profondément, j'avais envie de le faire et je savais que ça pouvait bien se passer. Et elle me pose la question, est-ce que vous voulez sortir pour accoucher hors de la baignoire? Et là, j'ai vraiment un temps assez long où je réfléchis et je finis par dire bah oui. Elle me dit, bon, on attend la prochaine contraction et on sort. Et la prochaine contraction arrive et là, je lui dis par contre là c'est pas possible, je vais pas sortir. Et en fait effectivement elle regarde et la tête de Léonie était là. Donc j'ai fini par accoucher de Léonie dans l'eau et puis à l'avoir reposée sur moi. J'ai pu avoir en plus un clampage assez tardif, donc en fait tout le projet de naissance était respecté. Et le pot à pot, donc pour le coup c'était un pot à pot différent de celui de Roman, puisque celui de Roman, on était vraiment papa et moi avec Roman, alors que là, moi, comme j'étais encore dans l'eau, il a eu son temps avec Léonie. Et après, moi, je les ai rejoints et j'ai eu mon temps. Et en fait, l'analyse que j'en fais aujourd'hui, finalement, cette séparation était déjà là. On a eu chacun notre pot à pot avec notre bébé et c'était déjà marqué, en fait, ce qui allait se passer dans les suites. Ce qui est plus facile entre guillemets à analyser une fois que ça s'est passé, mais je comprends complètement que sur le moment, en fait, c'est impossible d'imaginer tout ça. Et puis sur le moment, tu as tellement un mix d'émotions. Tu es concentré aussi sur, l'arrivée de ta fille, donc tu perçois des choses, mais c'est impossible de poser les mots dessus sur ce que ça veut dire vraiment. Et je me demande en fait, comment est-ce que tu arrives du coup à gérer en fait ce mix d'émotions positives et finalement, ce mix d'émotions négatives en fait avec, la séparation de ton couple à ce moment-là aussi? Alors, je pense qu'au début, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Quand il m'a annoncé du coup, 10 jours après la naissance de Léonie que, alors les mots ça a été, «Je ne sais plus comment t'aimer». Moi, j'ai vraiment vécu ça comme, il est perdu, il y a un bébé qui arrive, ça chamboule un peu, il sait plus trop où il en est. J'ai pas du tout compris qu'on allait arriver, sur une réelle séparation de notre couple et en l'occurrence de notre famille. En plus, j'étais complètement dans un mélange effectivement d'émotions ultra positives. Je me souviens avoir fait le bain sensoriel de Léonie la veille qui m'annonce ça. Enfin, moi, je le regardais avec des yeux d'amour. Ça y est, on a notre famille et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'était inconcevable pour moi. Ça pouvait pas arriver à ce moment-là, en fait. Alors après, il n'y a pas de moment idéal pour ce genre d'annonce, mais pour moi, c'était pas possible. Mmh. Et je pense que pendant une quinzaine de jours, j'ai pas compris ce qui se passait. Je pense que lui, il observait un peu mes réactions et tout ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait, la bascule dans ma tête, c'est, ma meilleure amie qui, me rapporte en fait une situation d'un couple d'amis à eux qui étaient en train de se séparer, que c'était compliqué et tout ça. Et je pense que ça m'a renvoyé l'histoire, de me dire: «Mais en fait, c'est ce que tu vas vivre et c'est ce qui est en train de se passer pour toi». Et à partir de ce moment-là où ça s'est enclenché dans ma tête, j'ai de nouveau redemandé une discussion avec lui. Il m'a dit, «Ah bah oui, je me doutais bien que tu allais finir par réaliser, en fait», donc là, on a eu, une discussion, enfin pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un tremblement de terre sous mes pieds. J'avais Léonie en portage, sur moi. Et là, à ce moment-là, il me dit: «Non, mais en fait, je veux vraiment qu'on se sépare. Ça fait 2 ans et demi que je ne t'aime plus. J'ai tout fait pour te faire croire que c'était le cas pour qu'on ait un deuxième enfant, pour ne pas laisser, Roman seul dans la séparation. J'avais un plan, en fait, sur toi et là, je pense que j'étais dans un état, d'hystérie. J'aurais pu, en plus, mettre mon bébé en danger parce que, pour le coup, il avait pas pris soin non plus de la mettre en sécurité. Enfin, je pense qu'il s'attendait je sais même pas s'il avait imaginé la réaction que je pouvais avoir. Et à ce moment-là, je pense que ça a été un déversement de larmes, épouvantable. Sauf que, Léonie avait besoin de moi, je l'allaitais et en fait, pendant les jours qui ont suivi, j'étais vraiment en mode, pilote automatique. Je faisais ce qu'il fallait pour elle, mais, je n'étais plus connectée à la réalité. Je faisais que pleurer, je culpabilisais énormément de la remplir de larmes, en fait, donc ça a vraiment été, une période très compliquée. Lui, il était absent les soirées, il s'occupait de Roman et puis après il s'en allait. Je passais, je me souviens de la nuit, la fête des mères, seule, à lui envoyer des messages en disant: «Mais quand est-ce que tu rentres? J'en peux plus, j'ai besoin de relais, elle arrête pas de pleurer, j'arrive pas à l'apaiser». Enfin
Et en fait, quand il est revenu au petit matin, il m'a dit: «Bah, de toute façon, je me doutais bien que tu allais pas savoir gérer si j'étais pas là». Enfin, en fait, c'était des mots, je me sentais vraiment accablée, en fait, comme si, j'étais, une mère complètement indigne qui savait pas faire les choses, alors que ce que j'étais en train de vivre, c'était juste un tremblement de terre. Et en fait, j'ai eu une énorme chance d'avoir, bah, déjà ma meilleure amie qui était présente pour moi. Ça m'avait fait beaucoup de bien de l'avoir le lendemain de l'annonce et ma sage-femme qui m'appelle sur le retour d'avoir été chez elle, qui me dit: «Écoute, je passerai bien demain, faire un point, sur ton allaitement». Bon, je dis: «Bah, OK, si tu veux, il y a pas forcément de problème par rapport à ça». Mais je dis: «Bah, OK». Et en fait, là, je dis au papa de Léonie: «Écoute, la sage-femme vient demain. J'aimerais que tu sois là parce que moi, j'ai pas les esprits clairs là et si elle donne des conseils, des choses, j'aimerais que tu entendes les choses pour que, tu puisses être garant aussi de la santé de Léonie». Et puis il me dit: «OK», sur le coup, il voulait pas forcément expliquer, ce qui se passait, à l'heure actuelle entre nous. Donc je lui dis: «Écoute, bon, OK, si tu veux, on n'en parle pas, je le ferai, moi, quand j'irai la voir en séance individuelle et tout ça». Et en fait, elle arrive, elle ouvre la porte et je pense qu'elle voit sur mon visage qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle me demande: «Ça va?» Bah, j'écoute: «Oui, oui, ça va, juste un peu fatiguée», et puis là, elle me regarde, elle fait: «Non, non, elle était pas juste fatiguée. Qu'est-ce qui se passe?» Et là, en fait, je ne pouvais plus sortir un seul mot. J'ai été complètement figée. Donc là, j'ai regardé, le papa de Léonie en lui disant: «Écoute, bah, explique parce que moi, j'y arrive pas». Donc il a réitéré son explication avec les mêmes mots que je viens de t'exposer, précédemment. Donc ça a été un double choc, en fait, de le réentendre parce que je me suis dit: «Bah, en fait, il a pas dit ça comme ça, c'était vraiment sa pensée puisqu'il le redit». Je vois les yeux de ma sage-femme, se remplir de larmes et en fait, s'en est suivi, une prise en charge vraiment, enfin extrêmement bienveillante à mon égard. Elle m'a vraiment sauvée parce que je pense que là, j'étais vraiment elle m'a dit: «Tu es dans un état de choc, post-traumatique, il faut absolument que tu prennes un rendez-vous très rapidement chez une psychologue. Si tu le fais pas de toute façon, je pense que je t'hospitalise». Donc en fait, j'ai réussi et je pense que des fois dans la vie, il y a des choses qui s'alignent. J'ai réussi à avoir un rendez-vous très, très vite avec une psychologue et en fait, là, ça a commencé à enclencher, en fait, une force, en me disant: «Non mais là, tu accompagnée, t'es pas toute seule». Et j'ai aussi eu et surtout, je pense que c'est Léonie qui m'a profondément sauvée. C'est un soir où, elle est au sein et en fait, elle me regarde, mais avec un regard ultra profond en me disant: «Maman, j'ai besoin de toi, on va y arriver», puis j'avais ma grande aussi qui me voyait, pleurer et je me disais: «Non mais je peux pas, enfin, je dois tout faire pour qu'on retrouve, une stabilité, un cocon pour elle, pour moi», et finalement, bah, ça a été mes grandes forces et j'ai réussi très rapidement à trouver un logement donc c'était assez cocasse, hein, comme situation, hein, parce que moi qui avais rêvé d'un petit postpartum, un peu tranquille avec mes petits plats dans le congélateur, bah, ça s'est transformé en faire toutes les démarches, à droite, à gauche avec un petit bébé d'1 mois, des cartons, un déménagement, enfin voilà, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé. Et puis finalement, au mois d'octobre, donc là on était, au mois de mai à l'annonce de la séparation et au mois d'octobre, j'avais mon petit cocon, à moi avec mes filles et ça a été une énorme bouffée d'air et aujourd'hui je remercie la vie qu'il soit parti en fait, qu'il soit sorti de ma vie, en tout cas en tant que conjoint. Ça restera le papa de mes enfants, ça c'est certain. Je mets aussi un point d'honneur à faire en sorte que les relations sont le plus apaisées possible, pour elle en tout cas, parce que pour moi c'est important malgré tout ce qu'il a pu se passer, puisqu'évidemment après j'ai découvert qu'il avait une relation avec, une femme, 1 mois et demi après l'annonce de ma grossesse, en fait. Donc du coup, tout s'est un peu éclairé. J'ai compris, tous mes ressentis étaient justes. Ça m'a aussi donné beaucoup de force de me dire que mes intuitions, ce que je ressentais, j'étais pas folle, en fait, c'était vraiment, ce qui se tramait et je pense qu'aujourd'hui, c'est je m'appuie beaucoup sur ça, en me disant, «Fais-toi confiance, écoute ce que tu sens, c'est la voie, en fait, vers quoi tu dois aller, en fait». C'est waouh! Franchement, enfin, tu vois, je t'ai posé aucune question, quand tu partages parce qu'en fait, du coup, je suis hyper admirative et je me dis, tu vois, je sors aussi, d'un postpartum quand même assez récent. Je trouve que c'est quand même assez difficile, déjà quand on est 2, mais quand on est seul, j'ai essayé d'imaginer, en fait, ton quotidien. Tes journées, en fait, elles ressemblaient à quoi, ta journée typique? Et comment tu as fait, en fait, pour tenir? Alors j'ai entendu, tu vois, tu m'as dit, bah, finalement, ta force, c'était aussi tes filles pour tenir, mais vraiment quand on est dans le creux de la vague, comment tu fais? Comment tu as fait? Alors, donc avant de trouver mon logement, j'avais repris mon travail
Bon là, clairement, ça a mis une dose supplémentaire, de charge et en fait, ce n'était plus possible. Mon corps, en fait, a fini par lâcher. Donc j'ai fini par être en arrêt maladie avec, une dépression, hein, clairement, je pense que le mot avait pas été posé au départ, mais en fait, c'est quand même ce qui s'est passé. J'ai allaité Léonie pendant 7 mois et vers la fin de l'allaitement, j'ai eu la chute hormonale qui m'a vraiment mis KO. Physiquement, j'avais perdu 22 kilos, donc j'avais perdu mes 10 kilos de grossesse plus 12, donc j'étais vraiment très affaiblie. Je dormais peu puisque j'avais 3-4 réveils de Léonie la nuit. Romane qui vivait très mal la séparation, donc c'était très dur de réconforter mon enfant, alors que moi-même, j'avais besoin d'être réconfortée. Et puis tout à l'heure, je disais que la vie fait plutôt bien les choses. Et en fait, ce qui s'est passé aussi et ce qui m'a aidé à tenir, et c'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est une des grandes forces aussi de toute cette histoire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un à une période de ma vie où pour moi c'était complètement inconcevable de rencontrer quelqu'un après tout ce qui m'était arrivé. Et puis en fait, ça a été mais un soutien énorme, une force énorme. Lui aussi était dans une situation de séparation aussi, donc en fait finalement on se comprenait, on se soutenait et en fait je pense que c'est ça qui faisait aussi que j'arrivais à garder la tête un peu hors de l'eau. Alors après, pour autant, en termes de logistique, j'avais pas d'aide particulière puisque du coup, mes parents habitent pas forcément à proximité. Mes ex-beaux-parents sont pas dans le même département. J'avais juste l'école et la crèche qui me permettaient, en tout cas en journée, de pouvoir me poser, prendre du temps pour moi. Je m'étais remis à faire du sport. J'avais vraiment des envies profondes pour moi, en fait, pour mon avenir, que ce soit sur ce que je voulais faire de ma vie pro, des petits challenges que je voulais me donner. Je suis partie cet été faire une semaine de chemin de Compostelle. Enfin, c'était vraiment des choses qui portaient. Je me suis autorisée à me faire des fois des week-ends quand j'avais pas les enfants, puisque du coup, il y avait quand même la garde alternée qui était actée, en tout cas pour Romane. Donc, ça me permettait d'avoir des soupapes un peu de décompression. Mais c'est vrai que quand j'avais les enfants à la maison, bah voilà, il y a des jours, des soirs, c'était, je m'effondrais en fait. Je tenais jusqu'à temps qu'elle s'était couchée et après ça lâchait. Et c'est aussi ce que je voulais transmettre aussi au travers de mon compte Instagram Terre de Mer. C'était vraiment cette réalité aussi. Le matin, on pouvait me voir, j'accrochais mon sourire, mais en fait, à l'intérieur, ce que je traversais en fait. Et je pense que j'ai cette capacité aussi de mon histoire d'enfant, de jeune adulte, de résilience aussi en fait, et d'essayer toujours de contrecarrer un peu ce qui m'arrivait en me disant bon, ok, c'est dur, mais demain c'est une nouvelle journée. Il y aura peut-être d'autres choses, ça ira peut-être mieux, peut-être ce sera pire, mais je vais y arriver en fait. Ouais, et peu à peu, du coup, petit pas par petit pas, tu t'es reconstruite finalement C'est ça. jusqu'à fonder, ce magnifique, projet. Tout à fait. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous en dire un petit peu plus sur ton projet? Pour le coup, donc mon projet s'appelle Nassia. Donc tout à l'heure, je disais que j'aurais sûrement que 2 grossesses dans ma vie. Bah, en fait, il s'avère que non. La surprise, c'est que j'aurais eu une troisième, puisque ce sera ma troisième fille, mon troisième bébé. Mais vraiment un bébé qui me permettra de porter et d'apporter vraiment cette oreille attentive, mais vraiment une vraie écoute en fait, où les femmes peuvent venir déposer tout ce qui les traverse sans avoir de conseils non sollicités, que ce soit vraiment un espace bienveillant où elles se sentent en sécurité, où moi je vais pouvoir les accompagner, que ce soit par l'écoute, par la parole, par des conseils si elles en souhaitent. Ça peut être aussi de l'accompagnement logistique aussi à domicile. Mais ce qui est aussi essentiel pour moi, c'est l'accompagnement par le corps. J'ai vraiment choisi d'avoir cet axe de soins corporels, que ce soit au travers d'un massage féminin sacré, que ce soit des soins rebozo, pour vraiment avoir cette sensation de contenance, de soutien du corps, et aussi par des soins énergétiques, donc avec notamment la pratique du Reiki, à laquelle je suis initiée maintenant depuis plusieurs années et qui est pour moi en fait essentiel pour libérer aussi ce que le corps peut dire, a pu garder en mémoire des fois depuis déjà la vie in utero, et de pouvoir en fait aussi bien le libérer par les mots que par les sensations corporelles. Et du coup, ton soutien a lieu, que ce soit en fait en prénatal ou en postnatal? Tout à fait. Donc ça va être un soutien en prénatal, donc que ce soit dès la décision d'avoir un enfant. Ça peut être aussi un accompagnement sur tout ce qui peut être PMA, un accompagnement aussi sur tout ce qui peut être le deuil périnatal, la grossesse classique, et puis bien sûr le postpartum.
qui est à mon sens la période la plus sensible dans le sens où même s'il y a cet aspect d'accompagnement médical, mais qui est quand même à mon sens orienté plus sur le bébé que sur la maman, pour moi, c'est indispensable d'avoir des espaces ressources comme ça. Et je propose aussi dans l'espace Nassia des cercles de parole. Donc que ce soit des cercles de femmes, maman ou pas maman, que ce soit des cercles de maman-bébé, des mamans allaitantes. J'aimerais aussi ouvrir à des cercles de jeunes filles aussi, puisque je trouve que cette période d'adolescence, de changement du corps, de mise en place de cycles menstruels, enfin c'est plein de chamboulements aussi, et il y a à mon sens pas assez d'espace où ces jeunes filles peuvent libérer ce qu'elles sentent aussi au fond d'elles. Et donc vraiment dans cette idée d'avoir vraiment un petit cocon pour pouvoir laisser tout ce qu'il y a à laisser derrière elles, ou en tout cas venir chercher du soutien et du réconfort pour traverser au mieux cette période. Et puis si je peux envoyer ne serait-ce qu'une petite lueur de force aussi pour traverser ces périodes-là, bah, ce sera déjà énorme et gagné pour moi. Ah, c'est super comme projet, je trouve, parce que c'est vrai que on manque en fait de ce type d'accompagnement. Donc là, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est finalement un lieu multi-ressources, un accompagnement multi-ressources avec plein de facettes qui est finalement très complémentaire à ce qu'on peut trouver comme accompagnement, par exemple auprès des sages-femmes. Mais tu vois, quand je pense au postpartum, c'est quand même très, centré autour du bébé, vraiment très peu autour de la maman. Alors que oui, l'accouchement est une étape très importante et complexe, mais ce qui se passe après, c'est quand même une autre dimension où il faut pouvoir tenir sur la durée et là, finalement, bah, il y a plus personne autour de nous pour nous aider. C'est ça. Et puis moi j'ai un petit mantra aussi où je me dis que bah, enfin le mantra c'est parce que donner la vie c'est aussi se donner à soi, et que personne ne devrait traverser ça seul. Je pense que vraiment l'accouchement d'un bébé, ce n'est pas que l'accouchement d'un bébé, c'est l'accouchement d'une maman. Elle peut déjà avoir eu un, deux, trois, quatre enfants avant, c'est quand même la naissance d'une nouvelle maman. C'est aussi la naissance d'un papa, parce que je pense que parfois, souvent, on les oublie aussi, alors que ça chamboule aussi beaucoup leur vie. Et pour moi, c'est indispensable en fait d'accompagner toutes ces personnes en fait qui finalement vont constituer la famille ensuite. Et je me dis aussi qu'une maman qui va bien, c'est un bébé qui va bien. C'est une famille qui va bien. Une famille qui va bien, exactement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais encore plein de questions à te poser, Laetitia, mais on arrive quasiment à la fin de notre échange, donc je vais, terminer avec une dernière. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une maman qui, vit en ce moment ce que toi tu as traversé? De croire en la vie, de croire qu'après parfois l'orage, il arrive quand même le soleil. S'accrocher parfois à juste un tout petit rayon de soleil, c'est déjà énorme. Et surtout aussi de s'entourer le plus possible de personnes bienveillantes, d'écouter ses ressentis, ses intuitions, de pas occulter les sensations qu'elles peuvent avoir, les idées où elles peuvent se dire de façon «Oh non, mais ça, c'est normal», non, en fait, si ça la questionne, je pense que c'est important de vraiment, porter son regard sur ce qu'elle ressent profondément, et de s'entourer, que ce soit, d'une amie, d'une maman, d'une grand-mère, ou au contraire de professionnels. Je pense que c'est vraiment important d'y porter attention et s'entourer, à vraiment construire ce village finalement autour, de sa maternité, de soi, et même pour, des femmes qui sont pas, dans des parcours de maternité. Je pense que c'est s'écouter, hein, mais vraiment s'écouter profondément, et pas, ouais, pas occulter ce qu'on ressent. Ouais, pas s'écouter et juste après mettre de côté pour, prioriser, l'écoute de l'autre et les besoins de l'autre. Exactement, bah, tu as complété parfaitement ce que je cherchais à dire. C'est exactement ça. Je crois que je comprends très bien, je connais très bien. Un grand merci, Laetitia, merci, pour, notre échange, super inspirant. Merci pour cette belle note de fin aussi, qui est, bah, porteuse d'espoir. On en a besoin. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci à Laetitia pour ce partage si vrai, si courageux. Ce qui me touche particulièrement dans son témoignage, c'est cette force discrète qui se dégage de ses mots. Cette capacité à tenir, même quand tout s'effondre, à se relever, pas à pas, pour ses filles, mais aussi pour elle. L'histoire de Laetitia nous rappelle que la maternité peut parfois commencer dans la tempête, et que la résilience ne ressemble pas toujours à quelque chose de spectaculaire. Parfois, elle est juste là, dans le fait de continuer, jour après jour, et c'est déjà énorme. Si cet épisode vous a touché,
n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il aidera peut-être une femme à se sentir un peu moins seule, à mettre des mots sur ce qu'elle traverse et à lui donner la force de continuer à avancer. Et si vous aimez Insubmersible, pensez à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et à laisser un avis 5 étoiles. Ça aide énormément le podcast à continuer d'exister pour aider celles qui en ont besoin aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours, prenez bien soin de vous.